Si vous permettez, on va se continuer le débat pendant quelques minutes avant que Philippe Duron ne conclue cette table ronde avec vos questions. Et alors j'anticipe, je propose parce que Patrick Jeantet a évoqué tout à l'heure le partenariat ou le contrat qui est signé avec un certain nombre d'entreprises ou un groupe d'entreprises, je n'ai pas forcément bien compris, qui a en charge la rénovation du réseau. Hein. Bon, ces entreprises-là ont besoin de pouvoir travailler sur une durée donnée, selon un planning donné. Donc, je crois que nous avons dans la salle Monsieur de Laurence. Est-ce qu'il est là? C'est vous, pardon. Donc, vous présidez parce que je crois que le nom est un petit peu plus compliqué que ça, mais est-ce que vous acceptez que je dise que vous présidez le syndicat des travaux ferroviaires? Ah, des entreprises. Je savais bien que j'allais m'en manquer un bout. Donc, des entreprises de travaux ferroviaires. Donc, en clair, qu'il s'agisse de disponibilité des machines, de bras pour pouvoir faire tout ce travail. Est-ce que vous allez pouvoir relever le défi et à quelles conditions? En deux mots, s'il vous plaît, monsieur Laurent. Bonjour, oui, c'est pas du tout anticipé, mais Pascal de Laurence, donc je suis le président du SETVF. Donc, ce syndicat regroupe 45 entreprises privées qui réalisent, pour le compte de notre client principal SNCF Réseau, les travaux de voies ferrées, d'infrastructures, et certains adhérents réalisent également les travaux de caténaire. Patrick Jeantet l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes acteurs actuellement sur le réseau. Les 17 appareils de voie changés lors de la Pentecôte à Montparnasse en sont un exemple. Et nos entreprises participent effectivement dans ce contrat de conception-réalisation de la rénovation du RERC au caténaire. Voilà, donc ça c'est pour situer le syndicat. Et moi j'ai par contre deux questions. Une première question très générale. Nous travaillons également sur les tramways. Et nous avons en France plus de 30 villes équipées de tramways. Et en fait, le tram-train, c'est-à-dire la connexion SNCF-tramway, est quasiment inexistante, à l'exception de Mulhouse, de quelques Bordeaux. Il y a à l'exception d'Île-de-France, où là, effectivement, la TGO, etc., il y a quelques exemples de réalisation commune. Mais dans cette création d'infrastructures futures, puisqu'il y aura moins de TGV, et on parle d'intermodalité, je pense qu'il y a une réflexion très générale sur la connexion entre le tram et le train qui est, de mon point de vue, insuffisamment exploité. Alors c'est du très très long terme, mais je pense qu'il y a une réflexion là-dessus et j'aimerais avoir votre avis. Puis j'ai une deuxième question, je m'arrêterai là, c'est dans la programmation des travaux SNCF. Bon, c'est du temps long, mais on est un peu schizophrène. Vous parliez de contraintes, l'exemple du Charles de Gaulle Express, à savoir qu'on ne veut pas arrêter les lignes. Bien sûr, il ne faut pas arrêter le trafic, il ne faut pas arrêter le mouvement des personnes, mais il faut en même temps réaliser les travaux de nuit dans des conditions extrêmement difficiles, contractuellement pénibles pour les deux parties. Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler ensemble pour une amélioration en amont sur de la conception, réalisation, même de programmation, pour faciliter l'exécution de ces travaux très contraints, dans l'intérêt, bien sûr, de tout le monde, et pas uniquement des entreprises acteurs, mais du passager, voilà, deux questions. Oui. Très bien. Sur le sujet d'abord du tram-train, en effet, alors il y en a quelques-uns quand même. Hein. En effet, il y a le T11, il y a Nantes-Châteaubriand, mais il n'y en a pas beaucoup. D'abord, on n'a pas une culture en France du tram-train, donc c'est pour ça que comme c'est pas quelque chose qui est natif en France, voilà, culturellement ça joue. Deuxièmement, je pense que ça va se développer plus dans le développement du périurbain. Je pense que dans le périurbain, on va avoir plus de cas de tram-train qui vont arriver dans les années à venir, parce que c'est une solution dans certaines configurations. Voilà. Mais voilà mes réflexions, ça va pas plus loin que ça. Hein. Après, sur la programmation des travaux, oui, c'est un vrai sujet, c'est complexe. Là, vous citiez en plus l'Île-de-France, la CDE Express sur le RER, enfin sur
sur le faisceau nord, donc c'est très compliqué. Il faut savoir en effet qu'aujourd'hui, on a des interruptions temporaires effectives, hein, c'est-à-dire de travail effectif de l'ordre de 4 heures, j'imagine, à peu près comme ça, hein, sur ces lignes-là. Quand on fait des travaux importants, c'est compliqué. Je pense que là où on peut s'améliorer, et moi je le remarque, c'est que dès qu'on travaille sur des projets importants avec des plateaux en plateau, c'est-à-dire on mélange les équipes, on est beaucoup plus efficace. Et moi je suis très favorable. Alors c'est surtout sur des travaux un peu importants, mais je suis assez favorable à ce qu'on multiplie les plateaux communs dans la phase de réalisation entre vos adhérents et SNCF Réseau, de telle manière à ce qu'on ait une interaction beaucoup plus rapide, parce que comme on a peu de temps et que tout le moindre petit grain de sable fait sauter l'ITC ou fait sauter les travaux de la nuit, ça paraîtrait une meilleure façon de plus efficace. Mais ça restera complexe. Il faut pas, ça restera complexe, spécialement dans les zones très denses. Ça c'est sûr. Mais on peut s'améliorer. Ça vous convient comme réponse, monsieur Laurence? Oui, parce que les régions sont quand même un peu concernées. Hein. Elles devraient être dans le cadre de la LOM, donc l'architecte. Oui. Oui. Puisqu'il y a 1200 km de voies urbaines qui ont été toutes causées par des entreprises privées, donc on est aussi concerné par ces aspects régionaux. Exactement. Donc, dans le cadre des assises de la mobilité, nous avions demandé à ce que, effectivement, les régions deviennent les architectes de l'ensemble des mobilités, et cela pose la problématique du rapport avec les AOM, avec les grosses agglos, qui ont des trams notamment. Et même les autres qui n'ont pas de tram, comment on arrive à concilier un déplacement de longue distance avec des arrêts qui peuvent avoir lieu ou non sur l'aire d'une métropole, et notamment comment quantifier le coût, ce qui est très difficile. Donc, on a demandé à ce que soit prévu dans la LOM une structure de dialogue entre les régions et les grandes agglos, les AOM, pour qu'effectivement on se pose la problématique du meilleur outil pour répondre aux besoins du quotidien de transport. Et l'idée du tram-train est une solution. L'idée des arrêts des TER supplémentaires, des haltes ferroviaires, est une autre solution. Et il ne faut pas partir sur la solution unique. Il faut qu'on ait un espace de dialogue. Alors apparemment, il devrait être prévu dans la LOM des contrats opérationnels de mobilité entre les régions et les agglos. Et le tram-train, le sujet, c'est comment on utilise les sillons disponibles, à quoi donne-t-on la priorité? Et la réponse n'est pas unique, comme pour les lignes locales. Il faut s'adapter et avoir des structures de dialogue, sans oublier la nécessité dans ce dialogue d'associer les usagers. Parce que si on ne les met pas dans la réflexion dès le début, s'ils n'ont pas ce qui n'a pas été fait en explication, en co-construction, eh bien, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Parce que quand on annonce la décision prise, si les usagers n'ont pas été mis dans la réflexion, eh bien, on recommence à zéro le travail. Et je crois que c'est avoir une vision partagée en mettant les solutions de mobilité que l'on amène et pourquoi on a choisi l'une plutôt que l'autre, ça c'est une nécessité. L'autre point, ce qui est important, c'est le rapport entre le coût et l'efficacité. Parce qu'on sait très bien qu'un train coûte plus cher qu'un tram, qui coûte plus cher qu'un bus. Et ce dialogue sur la meilleure solution de mobilité, il faut avoir le courage de le porter et de l'anticiper. Parfait. Une ou deux maximum questions courtes, s'il vous plaît. Oui, merci. Luc Elgadir pour la FIF, la Fédération des industries ferroviaires. Je veux réaffirmer à Patrick Jeantet, mais je veux le faire publiquement, que le secteur des industriels, c'est-à-dire on n'est pas ordonnateur de travaux, mais on fait des produits, hein, des postes d'aiguillage, de l'RTMS, des rails, des aiguillages, il est prêt à se mobiliser à vos côtés, hein, Président. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais je veux que tout le monde le sache. Il y a à cela deux remarques. La première, le prérequis, c'est qu'on ait une visibilité. Les industries du privé peuvent investir, dès lors que vis-à-vis de leur conseil d'administration, elles peuvent faire valoir une
une visibilité. Hein. On part pour quoi, en combien de temps, quel genre de volume. Bon. Et ensuite, elles prennent leurs risques. Mais donc, cette question du tempo et de la visibilité est absolument centrale pour que vous obteniez le meilleur du secteur privé. La deuxième chose, c'est l'accession des membres du privé au droit à faire un certain nombre de choses qui, pour aujourd'hui, sont encore largement le monopole de SNCF Réseau. C'est donc permettre à ces personnels qui valent certainement bien des choses et qui font à l'étranger des choses beaucoup plus complètes que ce qu'ils font en France. C'est-à-dire que l'idée des plateaux communs pour former ensemble et progresser ensemble, dans les deux sens d'ailleurs, me semble une excellente initiative que nous saluons et sur laquelle nous irons sans aucune hésitation. Donc vous avez une masse de capacité à agir pour que le meilleur des deux secteurs soit apporté, qui me semble tout à fait significatif. Voilà, je voulais Parfait. vous dire. Je vous remercie. Merci infiniment. J'ai deux demandes, mais on pourra malheureusement pas aller au-delà pour des raisons de temps, sauf si on me dit le contraire. Donc je crois que dans l'ordre, Monsieur le ministre. Pardon? Qui? Ah, je ne sais pas. C'est bon, parce qu'il y en a une troisième. On va pas y arriver. Il faut que la question soit très très courte. Question très courte alors. Thème de la matinée, c'est réseau. Donc la concurrence, j'ai envie de reposer la question, c'est celle de pouvoir faire les gros travaux de création, c'est un peu particulier, et la maintenance. Est-ce qu'on peut nous rappeler où en sont les règles publiques qui donnent la capacité ou non à SNCF Réseau de choisir de contracter avec le privé, surtout si c'est moins cher, notamment pour faire toute la maintenance? Dans quelle proportion le faites-vous aujourd'hui entre l'interne et l'externe? Et quels sont les ratios de coûts? Avez-vous quelques indicateurs sur la maintenance entre l'interne et l'externe? Merci. Oui, Trorial, au nom de l'Union des ports de France, je voulais simplement dire que nous souhaitons vivement que le grand remuement ferroviaire qui s'opère en ce moment soit l'occasion d'une véritable remise en jambe du fret, et spécialement du fret à partir ou en direction des ports. Ça suppose qu'on n'oublie pas les 2 ou 3 barreaux d'aménagement d'infrastructures qui sont pour l'un déjà lancés, Serqueux-Gisors, mais pour d'autres encore en balance. Je pense au contournement Lyon, à l'agglomération parisienne en particulier. Mais cela suppose aussi que dans la négociation de la grande convention collective, les conditions de travail, d'emploi du personnel, de flexibilité pour passer de la conduite de locomotives de passagers à locomotives de fret et d'autres choses soient traitées avec le souci de faire des gains de productivité et de la polyvalence. Faire repartir la polyvalence pour le fret. Parfait. Dernière question. Raymond Roland, France Nature Environnement. C'est un peu sur la même thématique de la concurrence. C'est la politique qui est menée en matière de péage. Je pense qu'elle est inéquitable par rapport au mode routier. Le mode routier, pratiquement, peut circuler sur le territoire français en dehors des réseaux qui sont concédés, pratiquement sans payer de réel péage. Et c'est très net, par exemple, pour les voyageurs. Quand on n'emprunte pas l'autoroute, eh bien, il n'y a pas de péage d'infrastructure pour le routier. C'est la même chose en fret. Et en fret, c'est d'autant plus dommageable que ça permet, comme ceci, à la France de se faire traverser par des poids lourds qui ne paient absolument rien, puisqu'ils peuvent ne pas payer non plus de taxes sur les carburants. Donc on a une inéquité très forte, alors que le mode ferroviaire a une pertinence encore plus forte sur les longs trajets. Donc on pourrait éviter d'avoir un tas de camions qui circulent sur le réseau, aussi bien maintenant aujourd'hui avec des véhicules utilitaires légers qui parcourent sans respecter beaucoup de règles notre pays. Et je pense que là, il y a vraiment un travail de fond à faire pour retrouver une équité entre les péages routiers et le péage ferroviaire. Où, en ferroviaire, eh bien, effectivement, on est censé payer pratiquement l'usure que l'on procure sur le réseau.
Voilà. Bon, je vais répondre aux trois questions. D'abord sur l'externalisation. Donc aujourd'hui, on est libre d'externaliser, de sous-traiter les travaux qu'on souhaite sous-traiter et de garder en interne ce qu'on souhaite garder en interne. Les taux actuels sur la maintenance, on est à peu près à 25% d'externalisation, sur la maintenance courante, entretien courant. On ne montera pas au-delà de 30%. Sur la rénovation, on est à 60%. Voilà à peu près les chiffres. Savoir sur les coûts, est-ce que c'est plus cher, moins cher, etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. D'abord parce qu'on a changé nos modes d'externalisation depuis quelques années, on n'a pas assez de recul. Donc on externalise des parties qu'on n'externalisait pas du tout auparavant, hein, la sécurité ferroviaire, des choses comme ça. Donc on est un peu au milieu du gué sur celui-là aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas annoncer de chiffres, d'abord parce que je ne les connais pas exactement. Et deuxièmement, on n'est pas au milieu, on n'a pas encore la performance qu'on attend, et c'est en grande partie parce que nous-mêmes ne sommes pas forcément très bien organisés, et en grande partie parce que nos partenaires privés n'ont pas pris la mesure tout à fait pour des raisons de formation, des choses comme ça. Hein. Donc on est en train de travailler entre partenaires privés et nous pour justement arriver au bon équilibre, et on est au milieu du gué. Hein, avec, pour moi, l'idée, c'est d'arriver à externaliser des paquets entiers. Aujourd'hui, on a tendance encore à saucissonner. Alors toutes les spécialités, ce qu'on ne faisait pas avant, on a encore tendance à micromanager, etc. Moi, je souhaiterais qu'on arrive à une externalisation dans laquelle on donne des paquets entiers, sachant qu'il y aura toujours une partie importante qui sera faite en interne, parce que je pense que c'est important de garder le savoir-faire industriel interne. Donc j'aurai une répartition entre les deux. Il n'y aura jamais 100% d'externalisation. D'ailleurs, les pays qui l'ont fait, je pense en particulier à l'Angleterre, qui l'avait fait de manière assez brutale, comme le font souvent les Anglais, sont revenus en arrière sur ce sujet-là. Hein, donc il faut trouver je pense qu'il il faut trouver le juste milieu. Moi, je pense que l'externalisation est très intéressante le jour où on arrivera en effet à avoir des paquets entiers avec tout corps d'État, je dirais, ou toutes spécialités confondues, prises par des entreprises privées. Et là, quand elles nous apporteront des idées, des savoir-faire, des méthodes différentes, et ça sera intéressant. Et en interne, même chose. Nous aussi, on a des équipes qui évoluent, qui innovent, etc. Et je pense que les deux sont importantes. Pour ce qui concerne du fret sur les ports, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est un des grands axes, c'est désenclaver les ports, en tout cas relier les ports à tout un système de fret ferroviaire en particulier. Vous avez cité Cercle-Gisors, qui est un projet extrêmement important. Force est de constater qu'il ne va pas sans mal quand même. Hein. Alors il y a du P maintenant, etc. Mais enfin, c'est pas si simple que ça. Contournement de Lyon est pour moi un projet majeur. On sait que je crois qu'il va y avoir un débat public qui va être relancé sur ce sujet-là, qui va être lancé sur ce sujet-là à la demande du gouvernement. Ce sont des décisions du gouvernement, hein, c'est des décisions de l'État, ces sujets-là. Nous, on est le support technique et on donne les solutions et on propose les solutions, on les instruit, on les débat, on accompagne le débat, etc. Sur la flexibilité apollo-aviation, je pense que c'est au cœur, en effet, des discussions sur à la fois la convention collective, à la fois les négociations en interne de la SNCF qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. La polyvalence est un des sujets majeurs, en effet. Et donc, ça va dans le sens que vous dites. Sur les questions que vous mettez en avant, ce sont des questions qu'il faut poser au gouvernement. Il ne m'appartient pas de me positionner sur le péage routier. Sur le fret, je peux quand même noter une chose, hein, sur les péages. On a les péages de fret les plus faibles d'Europe, hein, aujourd'hui. Hein. Alors ça ne veut pas dire, il y en a quand même, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les routes, certes. Hein, donc, mais on a les péages fret les plus faibles d'Europe. Le sujet du fret aujourd'hui, il n'est pas sur le côté des péages, de mon point de vue. Alors en effet, la ministre va revenir dessus sur les augmentations de péages qui étaient prévues dans le contrat de performance, car elles étaient très fortes, puisqu'on rejoignait peu à peu ce qu'on appelle le coût directement imputable. Ça va certainement pas être mis en œuvre. Mais la réalité, c'est que si on reste au niveau de péage qu'on est aujourd'hui, on est des péages les plus faibles. Donc le sujet du fret, il n'est pas là. Le sujet du fret, il est plutôt donner des qualités de sillons long parcours, des sillons long parcours de bonne qualité. Et ça, force est de constater qu'on a du mal à le faire. On s'améliore l'année prochaine sur le nœud ferroviaire lyonnais. On garantira un sillon par heure pour le fret toute heure, hein, y compris l'heure de pointe. C'est une amélioration, ce n'est pas la panacée, j'en suis conscient. Les sujets, c'est les contournements des grands nœuds ferroviaires, et ça c'est très clair. Et ça c'est un vrai sujet. Force est de constater que c'est compliqué. Il y en a un sur l'île, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et les sujets, c'est aujourd'hui les triages et les voies de service, qui sont un peu le parent pauvre des plans d'investissement de ces dernières années, sur lesquels il va falloir s'y attaquer, mais après en fonction des mesures, des ressources financières qu'on pourra bien y allouer. Mais c'est ce que je souhaite en tout cas m'attaquer à ça.
Voilà. Conclusion de Philippe Duron.